parler un peu de même après. Et sans tarder, nous allons commencer avec notre session. Donc, vous allez me permettre de fermer un peu ma vidéo, mais je pense que mon Internet n'a pas encore commencé de, de faire faillite. Je vais continuer d'abord comme ça. Donc, je vais commencer la présentation par une petite introduction. Je m'excuse. Ça va venir. Oui, je vais dire que, en parlant de déchets, vous tous, vous connaissez de quoi je suis en train de parler. Et vous voyez l'image que je présente là-bas et je suis sûre que chacun d'entre vous a déjà vu ces images, ces décharges, ces décharges pirates à travers Kinshasa, à travers toute la République démocratique du Congo. Donc, en parlant de déchets, je vais dire que ce mot désigne toute matière, substance ou sous-produit qui est éliminé ou destiné à être éliminé, tenu, éliminé parce qu'il n'a plus de valeur ni Pardon, il y a déjà le buzz, hein? d'utilité pour Il y a son déjà le buzz. détente. Nous vous attendons à peine. Il y a un Plus tard, buzz. nous allons Un essayer bug. de catégoriser Il y a un ce bug. déchet. Donc, mais c'est juste, Euh, j'espère que vous avez tout. Il y professeur, a un bug. professeur Binto, est-ce que OK? vous pouvez couper votre vidéo parce que le son, Ok. voilà. Oui. Vous m'entendez? OK. Ben là, on vous attend maintenant. Il y avait OK, déjà un bug. je de la couper. Ça va, maintenant, vous pouvez m'entendre? Ah, bien sûr. On vous attend. Merci beaucoup. Matière, substance ou sous-produit qui est éliminé, destiné à être éliminé ou tenu d'être éliminé parce qu'il n'a plus de valeur ni d'utilité pour son détenteur. Et j'étais en train de vous présenter l'image que j'ai mis là-bas. Et je vous ai dit que tout le monde a déjà vu ça. Donc, c'est ce qui représente les déchets, quelque chose que vous détenez, vous n'en avez plus besoin, il faut que vous vous débarrassez. C'est ça. Donc, selon l'Union des Nations Unies pour l'environnement, et la production mondiale de déchets est immense et estimée à des milliards de tonnes. Donc, en 2023, cette production de déchets était estimée à des milliards de tonnes. Hein, ça, c'est une quantité vraiment immense. Et puis, en 2050, selon les projections, cette production de déchets va passer à 3,5 milliards de tonnes. Donc, c'est immense comme production. Et comme c'est immense comme production, il faut avoir le voie des sorties, des solutions pour gérer toutes ces quantités immenses qui sont inévitables d'ailleurs. Donc ça, ce sont les chiffres. En 2020, la production était autour de 2 milliards de tonnes de déchets. En 2030, la projection montre que ça sera à 2,6. Et plus on évolue avec le nombre d'années, la production aussi va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent se préparer à lutter, donc à gérer ces genres de problèmes, parce que nous allons voir plus tard que ça pose beaucoup de problèmes. Et nous allons voir, à part la seconde figure que je présente ici, que cette production augmente aussi avec la population, la croissance de la population. Plus on aura une grande population et selon les projections aussi, la population va continuer aussi à croître. Et plus on aura une grande population, plus la production de déchets aussi va encore escalader. Et donc, il faut vraiment penser, il faut penser en avance, il faut prévoir comment on va nous comporter avec tout ce déchet. Et ici, la troisième figure, donc le troisième graphique nous montre que en Afrique, hein, comme ici en Afrique subsaharienne. Donc, il y a par exemple, avec les études qui ont été faites par l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, on montre qu'en Afrique, malheureusement, cette grande quantité, il y a cette grande production de déchets, mais cette production n'est pas du tout contrôlée. Contrairement à d'autres pays comme au nord de l'Amérique, on peut dire que la plupart, donc une grande quantité, même 95% de cette
production de déchets est contrôlée et gérée par leurs institutions. Mais malheureusement pour nous, en Afrique subsaharienne, seule une toute petite quantité est gérée, mais de façon aussi inappropriée. Nous allons le voir plus tard. Donc, en Afrique, cette production de déchets est estimée à 125 millions de tonnes et seulement 44% de ces déchets sont gérés. Et nous allons voir plus tard que c'est mal géré aussi. Et en RDC, maintenant, ça sont des chiffres de la RDC. Donc, avec une population estimée à 108 millions d'habitants, la production de déchets est à 4,5 millions de tonnes de déchets solides par an. Ça, c'est immense. Ça, c'est immense. Et cela devrait attirer l'attention des décideurs. Et nous allons maintenant arriver pour le cas de Kinshasa. Donc, je ne sais pas, vous avez déjà vu les effets, mais je vous donne seulement maintenant les chiffres. Et à Kinshasa, maintenant, la population est estimée à 12 millions d'habitants. Et ces 12 millions d'habitants euh, génèrent en moyenne à peu près 8 000 tonnes de déchets par jour. Vous pouvez vous imaginer c'est quelle quantité. Et quand vous passez dans les rues de Kinshasa, malheureusement, vous pouvez témoigner de cela. Donc, 8 000 tonnes de déchets par jour et à peu près 3 millions par an. Et seulement, selon les études qui ont été conduites et publiées, seulement 14% de ces déchets est collecté. Là, on parle seulement de la collection. On ne parle pas des transformations, on parle seulement de la collection. Et malheureusement, ces 14% qui sont collectés sont très, très, très mal gérés. Donc ça, ce sont des études qui sont publiées sur Kinshasa par une équipe de chercheurs dans un journal à haut renommé, c'est le monsieur Kang et al. Si vous allez sur Internet, en passant par Research for Life, vous pouvez accéder à cette publication. Et parmi ces déchets, nous allons essayer de catégoriser ces déchets qui sont émis comme ça dans l'environnement. Donc, 65% de ces déchets constituent de la matière organique, ça veut dire de la matière biodégradable, et suivi de déchets plastiques, des déchets plastiques qui constituent 15% de ces déchets. Et après vient le métaux. Le métaux, ça veut dire les restes de voitures, les restes des appareils de cuisine que nous utilisons et tout ça, ça constitue 7%. Et puis les déchets inertes les plastiques et d'autres déchets inertes constituent 4%. Il y a les déchets textiles, le reste des habits qui constituent 6%. Et puis de verre, les déchets en verre qui constituent 2%. Donc nous voyons que la grande partie est représentée par de la matière biodégradable. Écoutez, ces chiffres qui sont alarmants, ces déchets, il a été estimé que ces déchets qui sont émis dans la ville de Kinshasa émettent 640 673 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par an. Vous connaissez que le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre et qui contribue sensiblement au changement climatique. Et vous voyez, dans notre pays qui est censé être le poumon de l'humanité, et nous émettons nous-mêmes seulement à travers le déchet ces grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est dangereux pour nos générations futures. Il faut vraiment voir, il faut regarder sous un autre œil ce problème de déchets. Et en termes de coût, le coût, on a dit que c'est seulement 14% qui est géré ou qui est collecté. Et il a été estimé que le coût total attribué à cette collecte de déchets est estimé à peu près 18 millions de dollars américains qui sont perdus comme ça. Et à côté de cela, il y a de maladies. Donc, la proximité à côté de ces sites d'entreposage de ces déchets cause beaucoup de maladies telles que le paludisme, la typhoïde, le choléra, la maladie de dengue, la fièvre jaune et plusieurs maladies gastro-entérites et puis de l'hépatite. Et certaines études ont même montré que certaines même
euh, pathologies cardiovasculaires sont attribuées à deux facteurs endocriniens, cette gestion de déchets à deux objectifs principaux. Donc, le premier, c'est que ce séminaire vise à sensibiliser. Donc, les chiffres que je vous ai donnés devraient vous sensibiliser par rapport aux déchets, mais aussi, ces séminaires visent à discuter, à vous donner ou à disponibiliser de méthodes de valorisation de ces déchets afin de pouvoir une gestion durable le pays. Et ainsi, nous allons contribuer aux objectifs de développement durable de Nations Unies. Ici, nous avons l'objectif 3, 6, 7, plusieurs objectifs qui sont en relation avec le déchet. Par exemple, le troisième objectif qui est en relation avec la bonne santé et le bien-être. Il y a le sixième objectif qui est en relation avec l'eau propre et l'assainissement. Nous voyons que les déchets, même l'accumulation de déchets, pollue même les surfaces aquatiques. Il y a l'objectif, le septième objectif en rapport avec l'énergie propre et d'un coût abordable. Et puis, nous voyons de villes, l'objectif numéro 11, villes et communautés durables. Donc, nous voyons qu'avec ces séminaires, ça peut être le début d'une réflexion pour essayer de résoudre des problèmes et aussi contribuer à ces objectifs de développement durable de Nations Unies. Donc, nous allons maintenant parler des déchets. On a déjà mentionné quelque chose sur les déchets. Et nous allons voir les déchets. Nous allons aussi parler de quelques méthodes courantes de gestion de ces déchets. Donc, quelle est la composition des déchets? On a déjà parlé, on a déjà mentionné dans l'introduction qu'il y a de déchets organiques qui représentent une grande partie. Et sur ces graphiques aussi, c'est clair, c'est visible. Et vous voyez, partout, il y a la coloration violette. Donc, c'est représenté par les déchets organiques qui viennent de la nourriture, mais aussi des jardins. Il y a des morceaux de verre qui représentent qui viennent en ségolier. Il y a le papier carton, il y a du plastique, de métaux, et puis donc l'autre catégorie qu'on regroupe dans autres. Là, ce sont les principaux déchets que nous voyons, mais nous voyons que les déchets organiques prennent toujours une grande représentation. Et concernant le méthode de gestion de déchets, nous voyons que, avant d'arriver à ces méthodes, nous voyons qu'en Afrique, j'ai déjà présenté cela, nous sommes ici en Afrique subsaharienne, donc une grande partie de les déchets ne sont pas gérés. Ne sont pas gérés, ça veut dire que nous allons parler de méthodes de déchets, mais qui ne sont pas malheureusement appliquées en Afrique. Donc, et parmi ces méthodes, on a dit, par exemple, il y a des grandes quantités qui sont incontrôlées, d'autres quantités qui sont recyclées. Recyclées, ça veut dire utilisées dans d'autres systèmes, par exemple comme aliments pour bétail, fabrication de divers matériels ou utilisés, par exemple, pour les bouteilles plastiques. Il y a ceux qui, c'était des bouteilles d'eau aujourd'hui, il y a d'autres qui les utilisent encore plus tard pour le jus. C'est pas indiqué, mais il y a des gens qui les font. Donc, il y a une petite partie qui est recyclée et la grande partie finissent par les décharges, dans les décharges. Et au Congo, là, on parle de décharges pirates. Il y a des décharges, ce sont des endroits où les quantités de déchets sont collectées et seulement une toute petite quantité qui est convertie en énergie. Une petite quantité qui est convertie en énergie. Maintenant, nous allons, suite à toutes ces informations, ces figures que je vous ai données, nous allons dire tout d'abord il a été révélé qu'en 2020, seulement la gestion de déchets a coûté 252,3 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale. Ça, ce sont des quantités énormes qui pourraient être économisées, qui pourraient être économisées. Et c'est la réflexion que nous allons faire ce soir. Et si on investissait plutôt dans la valorisation de déchets et si on pensait à partir d'aujourd'hui à l'économie circulaire. Nous allons voir que ce qui était présenté comme un problème, c'est en fait une solution, c'est en fait une occasion, donc une opportunité de business.
Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons penser maintenant valorisation des déchets, mais aussi penser à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et c'est comme ça que vient notre troisième point. Notre troisième point sur la production de biogaz. Production de biogaz. euh, Par définition, le biogaz est un gaz combustible. Combustible, ça veut dire qu'il peut être brûlé, hein, produit par la décomposition anaérobie de matière organique. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas du domaine. Quand je parle de décomposition anaérobie, ça veut dire décomposition à l'absence de l'oxygène de matière organique. Et ici, ça concerne uniquement les déchets biodégradables. Et nous avons vu que dans la représentation de déchets, ces déchets représentent des grandes quantités. Et ça veut dire que nous détenons le pouvoir de résoudre le plus grand problème. Donc, le biogaz constitue une source d'énergie renouvelable et qui peut être utilisée pour la cuisson, pour produire l'électricité, pour le chauffage des maisons, ça c'est pour les maisons en Europe, mais aussi pour le carburant. Il y a maintenant le véhicule qui utilise le biogaz. Si nous pouvons vraiment réfléchir et comment investir dans cette production de biogaz. Donc, je vais juste mentionner un tout petit peu, sans vouloir beaucoup vous embrayer, du processus de production de biogaz. Comme je l'ai dit dans la définition, il s'est fait via le processus de digestion anaérobique. Ça veut dire que les matières organiques vont être décomposées dans un environnement en absence de l'oxygène. Et ici, vous voyez les grandes étapes. Donc, première étape, nous avons la biomasse, nous avons les grandes quantités de matière organique qui va passer par le premier processus qui est l'hydrolyse. Avec l'hydrolyse, nous allons obtenir des molécules plus simples de sucre, des acides aminés, mais aussi des lipides. Et puis ces lipides, ces molécules simples vont subir la deuxième phase qu'on appelle l'acidogénèse. L'acidogénèse, ça veut dire que les molécules plus simples euh, vont être transformées en acide lipidique, mais aussi il y aura libération de certaines quantités de gaz. Et puis ces acides lipidiques, les acides gras vont subir la troisième phase qu'on appelle l'acétogénèse. L'acétogénèse pour produire l'acide acétique. Et à la fin, l'acide acétique va subir la méthanogénèse pour nous donner le biogaz. Je sais que ces termes vous ont intimidé. Ça ne devrait pas vous intimider parce que ce sont des processus naturels. Vous avez seulement quelques simples actions à poser et la nature va faire autre chose. Vous voyez ici en bas, nous avons des micro-organismes. Des micro-organismes qu'on appelle encore en un terme plus populaire de microbes. Il y a des microbes dans l'environnement qui nous font ces travaux. Nous n'avons qu'à créer des conditions et à leur donner de la matière et puis eux-mêmes vont vont faire le travail. Donc, concernant la production de biogaz à travers le monde, vous voyez que la République démocratique du Congo n'est même pas en représentée. Ça veut dire que si nous investissons dans cela, nous allons être parmi des pionniers. Hein. La production, donc, une grande production est exécutée par la Chine, suivie par les États-Unis, suivie par les pays dans l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il y a l'Allemagne. L'Allemagne qui prend une grande, qui est fortement représentée, suivie de l'Angleterre et puis de l'Italie. Et c'est ça la composition de ce qu'on appelle biogaz. En fait, c'est l'ensemble de plusieurs gaz. C'est l'ensemble de plusieurs gaz et la grande concentration est attribuée au gaz méthane, le CH4, suivi de dioxyde de carbone, le COD, et puis viennent d'autres gaz qui sont trop peu représentés comme la vapeur d'eau, l'hydrogène, les monoxydes de carbone, les sulfures d'hydrogène, mais aussi l'azote. Ça, c'est ce qu'on appelle biogaz. Ça, c'est
c'est à titre informatif, comme je venais de le dire, ces termes ne devraient pas vous inquiéter. Donc, c'est très facile, comme j'étais en train de le dire. Il suffit de poser quelques actions et puis la nature va faire son travail. Donc, ce qu'il faut avoir, il faut juste posséder le déchet biodégradable. Les déchets biodégradables, je les ai définis comme étant les déchets, les déchets qui proviennent de- de- des êtres vivants, les plantes, le tissu des animaux, le reste, le reste des excréments des animaux, c'est ce qu'on appelle le déchet dégradable. Donc, ayez en tête que chaque fois que vous collectez les déchets dans votre cuisine, dans votre jardin, le reste de vos nourritures qui sont détériorées, chaque fois que vous détenez cela, vous détenez de la richesse entre vos mains. Donc, il faut juste posséder ces déchets. Et je sais que chaque famille ici en possède. Et je sais qu'il y a des agriculteurs ici, il y a des éleveurs ici. Donc, vous détenez la clé. Vous avez ces produits qui vous posent parfois problème et qui pourtant c'est une solution. Donc, il faut posséder juste les déchets biodégradables et ajouter une toute petite chose, les dispositifs de production de biogaz qu'on appelle biodigesteurs. Et puis la nature, à travers les micro-organismes, va faire le travail, va faire le reste. Juste deux petits gestes, hein, comme on dit chez les médecins. Donc le docteur Serge peut-être pourra me contredire. Quelques gestes qui pourront sauver la vie. Juste disponibiliser les déchets biodégradables, mais aussi le biodigester. Donc, ici, nous allons voir que, sans vous embrouiller dans beaucoup de détails, qu'il y a plusieurs types de biodigesteurs et qui présentent des avantages et d'autres des inconvénients selon les conditions qui se présentent dans le pays. Donc, et le plus courant, il y a des biodigesteurs qu'on appelle les dômes fixes. J'ai des images, ne vous en faites pas, je vais vous présenter ces images. Donc, il y a les cloches flottantes, il y a ce qu'on appelle les ballons souples, les tubulaires, etc. Donc, je ne vais pas entrer en détail, mais je vais juste vous présenter un biodigesteur qui est très courant ici. J'espère que tout le monde peut-être la plupart d'entre vous ont déjà vu ces genres de biodigesteurs. Biodigesteurs, ici, nous avons la partie principale ici qu'on appelle les digesteurs. Les digesteurs qui est composé de la partie où on met la matière organique et on laisse une superficie pour le stockage de biogaz. Ça, c'est la partie principale de biodigestère. Et puis ici, nous avons donc de petits tuyaux qui permettent la sortie de biogaz. Et donc après, il y a des annexes. Il y a le bassin qui permet l'entrée de déchets. Et puis, le, l'autre conduite qui permet la sortie de déchets. Et je vais vous parler que chaque chose ici a une valeur économique. Donc, c'est ce il faut noter avec cela. Pour ceux qui n'ont jamais vu un biodigesteur, celui-ci, c'est un type de biodigesteur qui peut être construit. C'est juste suivre le modèle et puis vous avez ces biodigesteurs. Il y a des techniciens aussi qui sont disponibles pour faire cela. Mais malheureusement, ce digestère présente plusieurs inconvénients, tels que, vous voyez, c'est en maçonnerie, il faut disponibiliser des briques, il faut avoir de la main-d'œuvre, il faut avoir tout cela. Mais vous voyez aussi le grand danger, c'est que le biogaz est produit dans un système solidement fermé qui il ne peut pas sortir. Au cas où le biogaz n'est pas utilisé, ça peut causer des dommages parce qu'avec la pression, ça peut même exploser. Et vous remarquerez ici qu'avec ces constructions en maçonnerie, la sortie de déchets ici qui constitue aussi une richesse qui est un engrais est difficile. La sortie est difficile. Donc, c'est ça l'inconvénient avec ces biodigesteurs qu'on appelle les biodigesteurs en dôme et qui sont vulgarisés dans beaucoup de pays africains. Ce sont là les désavantages qu'ils présentent. Maintenant, je vais vous présenter de notre système qu'on appelle les biodigesteurs préfabriqués bi-énergie. Et peut-être c'est ce que
hein, je vous recommanderais parce que j'ai essayé de travailler avec les deux types et vous allez comprendre vous-même que ça offre plus de facilité que le premier modèle que je viens de vous montrer. Donc, tout d'abord, le matériel qui fabrique tous ces biodigesteurs, ce sont du matériel plastique. Ça veut dire que avec ce type de biodigesteurs, ils ne sont pas construits. Ils ne sont pas fixes, ça veut dire construits à un même endroit, mais ils sont juste installés. Et si vous déménagez, vous pouvez aller avec ça. Et le grand avantage aussi, c'est que le gaz n'est pas collecté dans les digesteurs, mais plutôt il est collecté dans des sacs mis à côté, mis à part. Et ce qui peut permettre aux gens de s'engager dans cette entreprise, mais aussi de vendre le gaz. Et de vendre le gaz. Et puis, ce biodigestaire préfabriqué aussi offre d'autres accessoires comme le réchaud, hein, les réchauds à gaz et d'autres dispositifs que nous allons voir en détail. Donc, il est composé de biodigesteurs. Deuxièmement, des sacs de stockage de gaz, mais aussi des accessoires de transport. L'autre avantage de ce modèle, c'est il est offert en détails différents selon les utilisateurs. Il y a même des types de biodigesteurs qui sont adaptés à des familles en ville. Donc, juste dans un coin derrière votre maison, vous posez ces sacs, vous connectez toutes choses et chaque fois quand vous enlevez vos déchets de la cuisine, vous chargez les biodigesteurs et puis vous avez votre gaz. Donc, c'est offert mais en trois tailles. Donc, il y a ce qu'on appelle les bicalmes, les bicool et les bicleva. Ça dépend de taille. Donc, le bicalme, par exemple, qui a 2 mètres cubes. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 2 mètres cubes de déchets et à partir de là, avoir chaque fois les biogaz pour cuisiner. Et ici, je vais vous présenter une ferme de production pilote qui est sous notre administration. Et vous pouvez voir in live ici que ça prend vraiment une toute petite espace. Donc, c'est adapté à des très petites superficies. Donc, comme pour notre cas, ça prend seulement 8 mètres carrés. Et avec le mode de transformation des déchets, c'est inodore, tellement c'est très bien protégé et bien fermé. Donc, vous transformez vos déchets de façon inodore, ça ne dégage pas les mauvaises odeurs et de façon propre. Vous ne pouvez pas avoir de déchets tout autour de biodigesteurs. Et donc, on va penser aussi rentabilité. C'est pour cela que nous avons un aspect un socio-économique qui sera abordé par mon collègue. Donc, ça, comme vous pouvez voir, c'est juste quelque chose, c'est une technologie qui est simple comme de sac, mais plutôt très solide, hein, très solide, que vous pouvez entreposer n'importe où dans la parcelle. Et si vous avez une ferme, vous pouvez vous procurer d'un biodigesteur de très grande taille. Et vous avez ici à côté les sacs de collecte de gaz. Et ici, vous pouvez voir hein, comment ici je suis déjà contente d'avoir ma production hein, de gaz, de biogaz, et que j'amène à ma cuisine. Donc, dans mon bureau, nous faisons toujours le thé, nous faisons toujours notre petit déjeuner. Nous avons aussi un atelier de transformation des produits où on utilise uniquement le biogaz que nous produisons ici. Et ce système aussi offre beaucoup d'opportunités en termes de business. Nous pouvons aussi fabriquer des réchauds à gaz, euh, pas de modèles simples. Il y a juste donc les dispositifs nous procurent juste le dispositif central et puis nous pouvons adapter par les matériels que nous détenons localement. Donc, je disais que l'autre avantage, c'est que le gaz est transportable et les réchauds faciles à utiliser et très propres. Quand vous utilisez dans votre cuisine ce genre de réchaud, c'est vraiment très propre. Ça ne peut pas être comparé à la braise, ça ne peut jamais être comparé au bois de chauffe. Donc, à part la production de biogaz, cette transformation, ce mode de transformation de déchets nous donne aussi le biofertilisant. Comme je vous ai dit, il y a la matière organique qui est mise dans les digesteurs, mais c'est le gaz seulement qui part. Mais la matière organique reste. Cette matière organique, c'est un engrais à haute qualité.
Et cet engrais à haute qualité, on l'appelle de façon plus courante digesta, le digesta. Donc, si vous adoptez ces systèmes de valorisation de déchets, vous avez des principaux produits. Vous avez le biogaz, vous avez aussi le fertilisant. Donc, le digesta, c'est le résidu solide ou liquide. Donc, ça peut être solide, ça dépend de la forme que vous avez mis dans le digesteur. Ça peut être solide ou liquide qui restait après la digestion anaérobie des matières organiques dans un biodigesteur. Parfois, ça vient en liquide, mais vous pouvez séparer les liquides des solides dépendant de vos objectifs. Et ces résidus constituent une source précieuse de nutriments et de matières organiques et peut aussi constituer une opportunité de business. Comme nous allons vous montrer que nous faisons aussi ce business et nous avons déjà essayé de faire l'analyse physico-chimique qualitative de ce digesteur. Nous voyons qu'en termes d'azote, de phosphore et de potassium, mais aussi son pH, ça donne de bonnes valeurs et ça peut être recommandé comme un engrais qui peut être mis sur le marché. Mais avant de le mettre sur le marché, nous, ce que nous faisons, parce que avec le système, le processus de méthanisation, il y a le carbone qui est dégagé sous forme de biogaz. Il y a d'autres nutriments qui restent emprisonnés, mais connaissez d'enrichir, de remettre dans la matière au travers l'enrichissement par les micro-organismes. Et ici, pour l'enrichissement, nous utilisons les bactéries fixatrices d'azote, mais aussi les champignons mycorhiziens. Et ce que nous faisons, nous insistons sur l'emballage. Et dans Bilangabé, je pense qu'on vous a déjà parlé de la présentation du produit qui est très, très, très nécessaire. Donc, notre forme, nous faisons de granules et puis nous les présentons de façon plus commerciale. Et je peux vous assurer que nous avons beaucoup de la demande de notre produit. Donc, nous résolvons un problème tout en nous faisant de l'argent. Et ici, avant de chaque fois de mettre nos produits sur le marché, nous nous rassurons d'abord de la qualité. Donc, chaque lot de biofertilisants que nous produisons, nous prenons de l'échantillon et nous les testons au champ. Et ici, sur cette image, vous pouvez voir les types de tomates que nous produisons avec ces biofertilisants. Et nous mettons toujours, quand nous faisons l'assurance qualité, nous mettons toujours des témoins. Ça veut dire les terrains où nous mettons par exemple le NPK, nous mettons aussi les témoins où on ne met rien et nous voyons toujours une augmentation des productions si on compare là où nous avons appliqué notre biofertilisant par rapport à là où on n'a pas appliqué. Mais par rapport aussi à là où on a appliqué les NPK, nous remarquons la différence dans la qualité des produits. Parce que les tomates qui sont produites avec le biofertilisant, avec notre produit bio, sont de bonne qualité. De bonne qualité comparé au... Quand je parle de la qualité, c'est en termes de concentration en protéines, concentration en lycopène et d'autres paramètres qu'on utilise pour juger de la qualité de la tomate. Nous avons des études que nous avons conduites sur cela et que nous allons essayer de publier prochainement. Je m'excuse. OK. Il y a un slide qui a sauté. J'essaie de les remettre. Je m'excuse. OK, c'est ça. Donc, le digestat aussi peut être utilisé autrement. Nous utilisons le digestat, ce reste de la production de biogaz, dans la production de larves de mouches soldats noires. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ces larves de mouches soldats noires qui sont très actives dans la décomposition de la matière organique, mais qui sont aussi très nutritives pour le volaille, mais aussi pour la pisciculture. Et ici, par les images, vous voyez comment, Euh, en utilisant les digestables, nous sommes en train de Bonjour, produire. professeur Boutou. Oui, vous m'entendez Professeur, toujours? j'espère que vous êtes en train de tendre vers la conclusion parce que Oui. avec Oui. l'intervention du professeur Bosco, on risque de ne pas avoir suffisamment de temps pour les questions. Donc, c'est juste Oui, un c'est mon rappel avant-dernier slide. par rapport à Oui. notre...
Merci beaucoup. C'est mon avant-dernier slide. Je suis en train d'atterrir. Oui. Donc, je vais juste te parler très rapidement de contraintes. Dans la production de biogaz, bien sûr, il y a quelques contraintes. La première chose, c'est la qualité et la nature des déchets que nous avons ici. Nos populations ne sont pas déjà formées sur le principe de triage des déchets et tout ça. Et donc, cela pose des problèmes. Nous pouvons avoir des déchets qui contiennent de matières qui ne sont pas bonnes et qui sont même toxiques. Mais je pense qu'on va y arriver. Former nos populations, comment séparer, comment trier les déchets. Mais il y a aussi le problème de disponibilité des déchets. Donc, nous avons remarqué, par exemple, pour le cas du site Kivu, il y a des fermiers qui viennent collecter ces déchets pour donner aux animaux et parfois on risque de ne pas avoir de grandes quantités pour la production de biogaz et de fertilisants. Je pense qu'avec cela, je vais laisser de la place à mon collègue qui va être aussi plus bref et je vais vous dire merci beaucoup pour votre attention et dans ma langue locale, merci, on dit coco. Merci. Monsieur Serge, je vous retourne la parole et je m'excuse d'avoir débordé. Merci. Professeur Bintou, nous sommes indulgents à votre égard. C'est tellement intéressant et vous présentez bien. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais pu Il n'y a continuer à pas de vous problème. suivre, hein, et Je vous comprends bien. Merci beaucoup. En tout cas, je vais départager mon écran pour permettre... voilà. Et donc, professeur d'intervention, nous voulons donner plus ou moins 1 heure aux échanges, hein. Donc, professeur OK. Bosco, si vous êtes prêt, votre intervention. Ok, bonsoir à tous, hein. Je ne vais pas revenir sur ma présentation en tant que personne parce que ça a déjà été fait par ma collègue. Je vais aller tout droit au but. J'ai des problèmes avec mon ordinateur. Je suis en RDC, il y a un problème de courant. Donc, je veux, comme le temps est très, très limité, je vous prie de bien suivre ce que je veux présenter, même si docteur Serge, je peux faire passer le dia ou la professeure Bint parce que je lui ai partagé, c'est bon. Et si ce n'est pas possible, on va y aller tout droit. Ça va, c'est Donc, déjà. dans la problématique de gestion des déchets, je vais vraiment me focaliser sur les aspects socio-économiques et mettre l'accent sur certains concepts que nous sommes appelés à maîtriser, tout en sachant que si j'entre directement dans la problématique, que la gestion des déchets, comme on l'a déjà dit, entraîne beaucoup des problèmes et l'impact, surtout énergétique, sur lequel je vais insister, c'est un coût d'énergie élevé. Comme vous le savez, au Congo, de nombreux ménages dépensent au moins 40% de leur budget en charbon ou de bois. Il y a des pertes énormes en termes de ressources. Pourtant, les déchets nous présentent des perspectives et si nous arrivons à gérer de manière circulaire des déchets biodégradables à Kinshasa, on pourrait générer au moins 5 000 emplois verts d'ici 2030, tout en réduisant les 40% des émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets. Donc, tout en voyant le déchet comme un problème, nous pouvons aussi le voir comme une opportunité parce qu'avec la production de biogaz, ça peut permettre de remplacer l'utilisation de bois énergie et d'éviter les déboisements et tout ce qui est lié au changement climatique. Comment on peut résoudre le problème des déchets? Si tu peux aller sur ce dia, je trouve important que nous puissions bien maîtriser quelques concepts que nous utilisons chaque jour. Comment nous percevons les déchets? Donc, le concept de la perception. Donc, la perception peut être définie comme un processus
par lequel un individu reçoit, sélectionne, organise et interprète les informations sensorielles provenant de son environnement en fait de leur donner une signification. Donc ça, c'est vraiment une définition qui est beaucoup plus sur la manière de voir la perception des Européens. Je peux passer le dia sur les quelques concepts. C'est vraiment un acte par lequel le sujet organise et interprète les données sensorielles pour une représentation cohérente du monde entier. Donc, il y a une manière de voir la perception de manière occidentale, mais aussi il y a une manière de voir la perception de manière africaine, là où on peut se baser sur la définition de Léopold Sédar Senghor, qui met aussi l'accent sur le sensoriel, l'émotionnel et la participation. Donc, la perception permet d'unir le sujet et l'objet. Donc, le Cheikh Anta Diop, lui, montre que la perception africaine repose sur une vision unitaire et humaine. Ici, on met l'accent sur, on nous montre que la perception n'est pas seulement de voir, mais ressentir avec intelligence du cœur et de la communauté. C'est pourquoi je mets l'accent sur ressentir avec intelligence comment nous voyons le déchet dans notre manière de vivre. Parce que ça va conditionner la manière dont nous allons les valoriser et va dicter tout un processus qui est derrière ça. Et là, nous allons parler maintenant de l'intelligence. Je vais parler de deux types d'intelligence, une intelligence situationnelle et une intelligence collective. L'intelligence situationnelle, c'est la capacité à comprendre une situation et à en cerner les tenants et les aboutissants les plus significatifs de façon à éviter de rester enfermé dans les principes appris et d'être conduit à apporter des réponses inappropriées. Donc, comment nous voyons les choses dans une situation donnée? Comment nous cernons les tenants et les aboutissants? On reste toujours dans notre problématique de déchets. Donc, c'est la capacité d'obtenir ce que l'on souhaite et à profiter des opportunités. Donc, même si le déchet, nous le voyons comme un problème, surtout en RDC, dans les différentes villes, notamment Kinshasa, ce dernier temps où la situation est très dégradante, nous devons avoir cette capacité de voir dans les déchets des opportunités et pas les problèmes. Donc là, ça nous ramène, il n'y a pas de loi à respecter car les situations sont différentes. Ça nous ramène à parler un peu de l'intelligence collective. Une fois que tu as déjà cerné, tout en étant seul ou bien une seule organisation, il est très difficile de mettre en valeur les déchets. C'est pourquoi j'aimerais aussi définir ce concept-là d'intelligence collective. C'est un point de vue opérationnel. Du point de vue opérationnel, c'est la capacité à se poser des questions et à chercher les réponses d'une manière collective. Donc, on ne doit pas rester dans les discussions, surtout au Congo, on est souvent dans les discussions, dans les réflexions, au lieu d'entrer dans les réflexions. C'est pourquoi on parle des réflexions collectives et les communications collectives. Les communications, tout le monde parle des déchets. En RDC, surtout ici à Kinshasa, tout le monde voit le problème. Mais une fois qu'on quitte la communication collective, on doit entrer dans la réflexion collective. Il y a un problème posé, mais comment on peut résoudre ce problème? Donc, c'est comme ça qu'on va entrer dans le concept d'innovation. L'innovation, c'est un processus qui nécessite une forme d'appropriation et d'intégration dans un marché. Autrement dit, c'est une nouvelle façon de faire et de s'organiser
qui nous renvoie à une nouvelle pratique technique ou à une nouvelle combinaison de pratiques. Donc, ça a déjà été expliqué par ma prédécesseur dans son explication. Donc, c'est un processus coévolutif de changement. Le changement, on parle de changement de mentalité, de changement dans la manière de voir les choses, mais aussi de changement dans l'application des nouvelles technologies. Ainsi, la perception dans les déchets la gestion des déchets peut être définie comme la représentation collective et individuelle des déchets, de leurs causes et leurs effets et leur importance sociale, environnementale et économique. Donc, si nous devons gérer les déchets, nous devons partir de la représentation, que ce soit individuelle et collective. Qu'est-ce qui cause les déchets? Quels sont les effets? Quelle est l'importance des déchets sur le plan social et sur le plan environnemental? Là, je vais sauter toutes ces définitions que vous pouvez vous procurer à travers cette présentation. Cependant, nous devons nous poser une question. Comment nous considérons les déchets? Chaque personne peut se demander quelle est ma perception des déchets. Est-ce la finalité des déchets, c'est le dépotoir, ou bien les déchets peuvent être considérés comme les matières premières? Quand je regarde la situation dans la plupart des villes, de manière aussi exceptionnelle, sélective, Kinshasa, les déchets, la finalité des déchets, c'est le dépotoir. Quand je parle de la majorité des déchets, c'est le dépotoir, parce que la manière dans laquelle le déchet est collecté, ces déchets-là ne peuvent pas être valorisés, parce que tout est mélangé qu'il est tellement difficile de valoriser les déchets. Mais si nous considérons les déchets comme la matière première, ceci nous permet d'organiser toute une chaîne de valeur de ces déchets-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'activités, d'emplois qui peuvent être créés autour des déchets. Donc, nous avons ici cette image que vous voyez. Nous avons au niveau des ménages des déchets, nous avons tout un service de triage qui peut être mis en place. Et si on veut mettre en place ce service-là de triage, nous devons avoir des emballages pour collecter les déchets. C'est-à-dire ces emballages doivent être différenciés par la couleur ou bien aussi par la forme qu'on utilise pour la fabrication. Ce qui entraîne toute une unité de fabrication d'emballage pour permettre de différencier les déchets biodégradables, pour différencier les déchets plastiques. Ceci, ça nous permet de les valoriser. Donc, il y a aussi tout un métier d'éducateur dans le triage des déchets pour sensibiliser le ménage, comment on peut trier les déchets, quelle est l'importance. Et ça nous montre aussi qu'il faut qu'il y ait aussi une volonté politique pour pouvoir vulgariser et entraîner la population dans cette dynamique. Nous avons aussi notre chaîne de valorisation, le transport, les collectes. Nous devons avoir des véhicules appropriés dans la collecte des déchets, des agents appropriés et bien formés dans la collecte des déchets, des services de commercialisation pour avoir des habits appropriés pour les agents qui doivent collecter des déchets. Donc, nous avons aussi le service de traitement. Ça a déjà été expliqué par la professeure Bintou, où nous allons voir la production de biogaz, d'énergie renouvelable et tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, j'aimerais insister sur le développement des chaînes de valeur autour des déchets et vous montrer que tout part de notre perception et mettre en place la théorie des changements de mentalité et d'organisation. Donc, il y a toute une structure
du point de vue associatif, mais aussi du point de vue petites et moyennes entreprises qui peuvent se créer autour des déchets et rendre nos villes propres et éviter les maladies que nous connaissons dues à la problématique des déchets, mais aussi éviter tout ce qui est en rapport avec la problématique de l'environnement. Donc, j'ai déjà parlé de tout ce qui est chaîne de valeur. Là, je vais vous montrer de manière un peu bref par rapport aux ODD. Donc, c'est-à-dire que nous avons toujours la perception que les déchets, c'est un problème, mais dans l'analyse de manière détaillée, nous voyons que les déchets peuvent contribuer aux objectifs de développement durable. C'est-à-dire, si nous les voyons comme problème, ça va rester comme problème, mais si nous les considérons comme matière première, ça a une grande importance dans la contribution d'atteinte aux objectifs de développement durable. Ça peut permettre de lutter contre la pauvreté en créant des emplois dans des collectes de déchets, dans la production de biogaz et de fertilisation, ce qui a un impact dans l'augmentation de revenus pour les familles et les ménages et dans l'augmentation aussi de la production agricole. Ça nous amène au ODD fin zéro. C'est-à-dire, avec l'utilisation des biofertilisants, ça peut améliorer la productivité du sol, ainsi augmenter la production et rendre accessible l'alimentation qui est un problème très important. Donc, on a déjà parlé des différentes formes d'énergie, mais aussi ça permet aussi de lutter contre le changement climatique, comme je vous avais dit. Ça permet de réduire de manière drastique l'utilisation de bois énergie qui est responsable des déboisements dans notre pays. Ça permet aussi d'améliorer la santé. Je crois que de manière, en conclusion, nous devons améliorer notre perception pour pouvoir rendre les déchets utilisables par les différentes technologies que le professeur Bintou a partagées. Je vous remercie. Grand merci, cher professeur Bachangwa, professeur Bosco. Professeur Bintou, merci à vous aussi. Donc, les deux professeurs qui viennent d'intervenir ce soir sont membres de Bilanga Abetu et nous sommes très bénis avec des centaines de ressources de ce genre et donc des gens qui peuvent nous édifier, nous partager leurs expériences. C'est très agréable. Mais avant de passer aux échanges, aux questions-réponses, je dois d'abord situer le contexte de ce webinaire. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la planification des activités 2025 de Bilanga Abetu. En début d'année, nous avons annoncé ce programme de production de biogaz et d'engrais biologiques qui devrait démarrer par un webinaire, celui que nous tenons en ce moment. Donc, merci, professeur Bintou, professeur Bosco, d'avoir œuvré à sa concrétisation, à sa matérialisation. Alors, il faut aussi dire à l'intention de l'auditoire, de l'assistance, qu'il y a maintenant une phase pratique de tout ce que nous venons de voir ou d'entendre ce soir. À Kinshasa, nous avons déjà identifié 3 sites pilotes. Il y aura un site dans la commune de Ngalema, un site dans la commune de Ntsele, un 3e dans la commune de Maluku. Et donc, professeur Bintou, pour être un peu plus concret, nous avons eu notre webinaire, notre séance d'information, nous l'avons maintenant. Mais quand pensez-vous que nous puissions passer à la concrétisation? À quel moment pour que voilà toutes les personnes qui sont intéressées, ceux qui ont suivi ce webinaire et qui sont à Kinshasa, qui aimeraient voir le projet dans sa réalité et bien sûr ce projet ne va pas s'arrêter à Kinshasa parce que les membres de Bilanga Abetu tous sont sur l'ensemble du territoire national. Donc on va
étendre le projet à la province du Tanganyika, dans la Chopo, le sud Ubangi, l'Ituri, ainsi de suite. Mais le point de départ, ce sera Kinshasa. Et donc, voilà la matérialisation de tout ça. Vous avez parlé des kits. Quand est-ce qu'on va faire la démonstration et passer au concret? Oui, je peux répondre, Monsieur Serge? Bien sûr, professeur. Oui, en fait, comme on a toujours discuté, le projet est présenté, le kit ou le produit a été présenté à Bilangabet, aux membres, et nous étions en train de discuter avec vous de la ferme des démonstrations. Donc, pour répondre à cette question, de notre côté, nous sommes prêts. Les kits sont là. Les kits sont là, mais il faut nous asseoir dans Bilangabet et voir quels sont les fermes preneurs, hein, pour être comme des pilotes, là où les autres pourraient venir et constater réellement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour répondre à ça, nous, on est prêts. Nous sommes en train de discuter. Le docteur Serge est en train de jouer beaucoup d'intermédiaires entre les preneurs et nous-mêmes. Et dès que nous serons prêts, je pense que nous allons communiquer. Puis nous pouvons amener d'autres membres à venir visiter les fermes que nous allons installer. Tout d'abord à Kinshasa et puis, comme docteur Serge avait dit, peut-être après dans d'autres provinces. Merci beaucoup. Mais pour ceux qui peuvent être au sud Kivu, la ferme est là. Ils peuvent me contacter et ils peuvent voir de d'eux-mêmes la ferme pilote et comment est-ce qu'elle fonctionne au sud Kivu. Merci. OK. Donc, professeur, je propose qu'à l'occasion de votre séjour à Kinshasa, Oui. nous allons vous présenter. Nous allons en profiter pour visiter les sites pilotes Oui. et comme ça, on pourra accélérer le processus. Donc, est-ce qu'on peut parler de janvier, par exemple, janvier 2026, le temps de mettre Oui. tout ça en place? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Oui, oui, en tout cas, c'est réaliste. Comme je venais de le dire, les kits sont là, sont disponibles sur place. Il suffit juste d'identifier ces fermes et puis mettre en place le projet. Oui. Donc, janvier, pour moi, c'est hautement réaliste. OK. Dernière question avant de donner la parole, hein, aux participants. Euh, je reviens encore euh, sur les appréhensions, sur la peur, la phobie qu'il y a autour du gaz. Mhm. Alors, nous savons qu'il y a, qu'il y a pas mal, il y a des accidents, il existe, on a répertorié, recensé des accidents autour du gaz, l'usage du gaz, ainsi de suite. Et Mhm. dans votre expérience, dans votre parcours, avec ce que vous faites, vous n'avez pas eu ce type d'expérience. Ce sont des expériences malheureuses, mais est-ce que vous n'avez pas eu, ou encore, voilà, peut-être dans les villages que vous avez accompagnés, si, vous si tous ces accidents ont pu être contournés, alors comment expliqueriez-vous qu'avec le gaz qui est produit de manière un peu plus industrielle, aujourd'hui il y a des entreprises qui viennent avec, avec des bonbons, et ainsi de suite, qui livrent, et on connaît des accidents autour de ça. Donc, Oui. c'est toujours pour rassurer, peut-être qu'on a ça dans la tête, comme disait le professeur Bachangwa, on nous a appris à considérer vraiment le déchet comme une ordure, comme un problème, voilà, comme un souci. Peut-être que c'est la même perception que nous avons du gaz. On sait, ah, le gaz, ça explose, ça fait des explosions, des détonations, voilà, ça brûle, ainsi de suite. Et donc, rassurez-nous encore un peu à ce sujet-là. Oui, merci encore pour la question, docteur Serge. En fait, quand j'étais en train de présenter sur les différents dispositifs de production de biogaz, je me rappelle avoir présenté des types de biodigesteurs. Et je vous ai montré ce biodigesteur en dôme qui accumule le gaz et qui, par la pression, en fait, ça peut exploser parce que le gaz s'accumule là-bas. Mais avec les deuxièmes dispositifs que je vous ai présentés, je peux dire qu'il est totalement, il vous assure et il vous donne la sécurité maximum parce que ce sont des dispositifs en plastique.
Et puis, le gaz n'est pas comprimé. Vous savez, les gaz des bonbonnes explosent parce qu'il est comprimé et il y a beaucoup, donc il peut sortir avec beaucoup de pression. Mais pour le biogaz, c'est totalement sécur parce que je me souviens, les clients, par exemple, qui ont pris des dispositifs, ce sont des clients, par exemple, qui habitent en ville et qui ont pris des dispositifs pour leur mère très âgée. Et vous voyez que si une maman très âgée, donc je peux dire une vieille, peut bien gérer ce kit de biogaz, ça veut dire que c'est totalement sécur, donc sécur. Ça ne présente aucun danger en fait. Parce que tout d'abord, le gaz n'est pas stocké n'est pas comprimé, et ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Et ça veut dire que si le sac à gaz s'est détruit, bien sûr, ce qui n'est pas souhaité parce que c'est la pollution dans l'environnement, ça va juste se volatiliser dans l'environnement. Et ça n'a aucun danger du tout. Et comme je vous ai dit, je vais vous inviter à visiter ces fermes pilotes et vous allez vous rendre compte vous-même de l'utilisation de ces kits. Et et quand nous vendons des kits comme ça, nous vous donnons aussi certaines garanties. Merci beaucoup, docteur. Je pense avoir répondu à votre Ok, question. merci, professeur. Et- Merci. Donc, Madame Valérie Issoumo a demandé la parole. Madame Valérie, allez-y. Merci beaucoup, merci cher professeur. Juste une petite précision pour ceux qui ont peur du gaz. Le gaz qui est dans les bonbonnes, c'est du butane. Euh, Oui, c'est pas le biogaz oui, et comme le professeur Bintou l'a dit, qui est sécurisant. Une question pour vous, professeur Bintou. Les kits, oui. quel est le coût pour les kits et sont-ils déjà disponibles à l'achat à Kinshasa? Et puis, une question pour le professeur Mbosso, si j'ai bien noté le nom. Que pensez-vous de la monétisation des déchets biodégradables dans le sens où il y a des entreprises comme Quintoplast, je pense, qui achètent les déchets plastiques, pas très cher, mais il y a certaines personnes qui en ont fait leur métier. Si on monétisait même juste un tout petit peu, il y aurait peut-être des entreprises qui se formeraient pour justement faire le tri et livrer les déchets biodégradables dans les ménages ou dans les sociétés qui sont munies de biodigesteurs. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette question. Parce que moi, je vois, comme vous, les déchets biodégradables plutôt comme une matière première et puis, une autre petite remarque, c'est que les slides concernant le biogaz avec notamment l'Europe, aujourd'hui, c'est un peu inversé parce que moi, j'ai vu beaucoup de biodigesteurs dans des pays africains comme la Sierra Leone, le Mozambique, etc. Tout simplement parce que notre météo, donc le climat en Afrique, permet beaucoup plus qu'en Europe. En Europe, par exemple, en hiver, il faut quasi chauffer le biodigesteur pour que les bactéries puissent digérer et produire du biogaz. Alors que, en tout cas en Afrique subsaharienne, on a la bonne température et puis on a une bonne qualité de gisement, de qualité de biodéchets. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je commence. Oui, je vais commencer puis laisser la parole à mon collègue Bosco. En fait, concernant le coût, quand je vous ai présenté le kit, je vous ai dit qu'il y a plusieurs tailles. Il y a de petites tailles, de taille moyenne et de grandes tailles. Euh, non, je peux dire que, par exemple, pour le petit, le coût tout d'abord varie avec la taille. Donc, les kits de petite taille sont moins coûteux que les kits de grande taille. Parce que pour le petit taille, c'est adapté au ménage, tandis que pour le grand taille, c'est dans de fermes plus élargies. Et je peux dire que pour la petite taille, je ne saurais pas dire parce que ça dépend parfois de certains facteurs, mais ça dépasse rarement 400 dollars américains. Donc, on pourrait toujours, quand vous allez, par exemple, vous procurer de cela, on pourrait toujours discuter de deux à deux. Donc, c'est ça. Et concernant la disponibilité de ces kits, je peux vous dire que les kits sont disponibles. Hein, c'est disponible pas à Kinshasa, mais je suis du Sud Kivu, comme le docteur Serge l'a dit, c'est disponible
dans notre institution, mais vous savez qu'il y a toujours de vols, il y a toujours moyen d'arranger le transport pour Kinshasa. Merci. Oui, effectivement, professeur Bintou, pour ce qui est de la partie logistique, Oui, acheminer l'équipe sur Kinshasa ou sur d'autres provinces, ça, nous oui. pouvons arranger avec la BD. OK. Là, ça, c'est grand. Merci beaucoup pour cette facilitation. Euh, Mais peut-être que ce Madame, qui poserait problème, on n'a Madame pas Germaine, encore. Oui, je disais que ce qui Il y poserait avait problème, une on n'a pas deuxième encore formé des question. techniciens. OK. Monsieur Bosco, vous pouvez parler. Par rapport à la monétisation des déchets biodégradables, je suis tout à fait d'accord avec Madame qui a posé la question. C'est seulement dans la présentation, vu le temps, je suis allé trop vite. C'est pourquoi j'ai dit que pour que ces déchets biodégradables puissent être valorisés, il y a toute une organisation en amont. C'est-à-dire, normalement, il faut former les gens, même le groupement des femmes ou des jeunes qui peuvent être formés dans le triage. Une fois que le triage est effectué, on organise un système de collecte, ce qui va permettre de voir que le déchet n'est pas réellement un déchet, mais c'est une matière première. Normalement, ça ne va pas être donné gratuitement. À ce moment-là, on entre dans un système de création de petites coopératives ou associations qui vont s'occuper de triage et sensibiliser les gens et qui viennent récupérer les déchets au niveau des ménages. Et à ce moment-là, les ménages auprès de qui on récupère les déchets peuvent payer une petite redevance pour se débarrasser du déchet, mais ces associations qui viennent récupérer les déchets vont aussi les amener là où on en a besoin pour les commercialiser. C'est-à-dire, c'est toute une chaîne qu'il faut mettre en place et bien identifier et voir comment on peut réguler le prix pour motiver les gens à être impliqués dans la collecte et la distribution des déchets. Mais là aussi, il faut qu'il y ait au niveau des quartiers ou bien des communes une volonté politique où le politique doit être impliqué dans la sensibilisation et montrer l'importance de cette problématique de la gestion des déchets. Je pense que si tous les acteurs, de manière holistique, sont présents, nous pouvons arriver à la manière où à l'Occident, où les ménages paient annuellement la collecte des déchets. Et ça peut aider dans la création de groupements ou coopératives ou petites entreprises autour de cette problématique. Merci, professeur. Merci. Ouais, merci. Madame Germaine a demandé la parole. Oui, merci, docteur Serge, de me passer la parole. Bonsoir à tous. Mais trouvons au Canada, mais j'ai mon représentant aussi de Kivu. Et, en tout cas, l'exposé était vraiment magnifique, que ce soit pour Madame Bintou et son collègue. Je trouve que c'est très enrichissant. Mais ma préoccupation pour le moment, c'est mieux de focuser sur les résultats, que nous soyons pratico-pratiques. C'est plus scientifique. Et surtout les gens que nous allons beaucoup fréquenter, leur parler de ce que vous êtes en train de nous parler, c'est surtout le ménage. Ça, c'est vrai, les jeunes beaucoup. Et je trouve que c'est très, très important dans le sens que ma première question est de savoir, est-ce qu'il y a la sensibilisation vraiment pour les changements de la mentalité? C'est ce qui nous préoccupe dans un premier temps pour parvenir à des résultats plus probants, à des résultats plus pratico-pratiques pour qu'on atteigne nos objectifs.
C'est très, très important et ces problèmes, c'est incontournable pour valoriser la production des déchets, tout ça. Parce que, incontournable, nous vivons avec, nous sommes appelés à, à ne pas nous détourner de ce que nous sommes en train de parler. C'est très, très important pour le moment dans notre pays, la RDC. Alors, je voulais, ma deuxième question, à part la sensibilisation de euh, sensibilisation pour euh, la mentalité de tout le monde, même de nous-mêmes qui allons leur présenter ces problèmes. C'est très, très important. De deux, est-ce, je pose la question à Madame Bintou. Vous connaissez la poubelle existante à domicile pour trier déjà les déchets? Est-ce que vous êtes au courant de cette poubelle? Et j'ai vu ça online. Il y a déjà une poubelle vraiment pratico-pratique et là, à l'intérieur, on peut séparer les plastiques. Tous les déchets euh, sont déjà séparés et ça peut faciliter les ménages si on peut avoir ces genres de poubelles dans un premier temps. Et puis, ce qui importe, surtout la mentalité. Moi, j'aimerais savoir si on a commencé déjà la sensibilisation pour que les gens, la population se procure de ces problèmes-là qui est le problème à nous tous, sans exception. C'est ça ma question, ma préoccupation. Merci. Oui, je peux y répondre, Monsieur Serge. Je peux parler? Oui. Donc, non, je vais être très simple en fait. Pour la sensibilisation, comme vous allez le remarquer, nous sommes une équipe de chercheurs en fait. Nous avons des technologies, nous avons des solutions. Et c'est pour cela que nous sommes même membres de Bilanga Betu, pour que ce que nous trouvons comme solution ne reste pas au laboratoire, ne reste pas comme théorie à l'université, mais qui soit utilisé par la population. Et c'est pour cela que nous nous sommes enregistrés, nous nous étions affiliés comme membres de Bilanga Betu pour que nos produits, hein, les technologies que nous inventons au laboratoire soient utilisées. Et je pense que ceux qui sont bien indiqués pour faire cette sensibilisation, ceux qui ont des compétences pour faire la sensibilisation, c'est bien beau dans les bilans diabète, je pense, comme structure. Et nous, comme nous avons déjà fait notre part, nous avons démontré les produits et puis les résultats que nous avons trouvés quand nous avons fait la recherche avec ces produits. Donc ça, j'espère que j'ai bien répondu à la question. La deuxième question concernant ces poubelles pratiques. Je peux dire que au site Kivu, je ne les ai pas encore vus. Ça peut être une ignorance de ma part, mais je vais chercher. Euh, je vais chercher et ce serait vraiment un bon point de départ. Si les gens commencent déjà à trier les déchets, c'est bon. Mais ce que nous essayons de vulgariser ici, c'est peut-être cette phrase, une famille, par exemple, un biodigesteur. Ça, ce serait énorme. Si chaque famille pouvait se procurer d'un biodigesteur et transformer eux-mêmes leurs déchets à la maison, utiliser le biogaz pour la cuisson, utiliser les biofertilisants pour leurs petits jardins, ce serait génial. Nous aurions résolu le problème à combien? On a dit que la matière organique représente plus à peu près 60%. Nous aurons résolu le problème des déchets à 60% et ça, c'est déjà bon. Et dans le cas des émissions de CO2, nous voyons qu'il y a une grande contribution de déchets organiques plutôt. Donc, on aurait sauvé l'humanité de façon inimaginable. Merci beaucoup. Je peux compléter un peu la réponse à madame. Mm. Comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne de valeur autour des déchets et ça peut reposer sur plusieurs acteurs. Donc, la sensibilisation repose beaucoup plus aussi sur les associations, les plateformes comme Bilangaya Betu
qui doivent être aussi appuyés dans ce sens-là. Je crois que je profite pour en dire un petit mot avec Serge. On est dans cette dynamique pour voir comment Bilanga Abetu peut être appuyé et renforcé sur ces thématiques avec une organisation Berge Ingénieurs sans frontières pour permettre que les gens qui vont sensibiliser doivent aussi être formés pour bien maîtriser la problématique des déchets. C'est pourquoi j'ai parlé que sans changement de perception et des agents de sensibilisation, il serait difficile d'avoir des déchets que l'on peut valoriser. L'aspect aussi scientifique que Madame a soulevé, jusque-là, le projet était un projet de recherche que nous allons disponibiliser d'ici quelques mois les données scientifiques parce que ça sera très intéressant de vulgariser tout en s'appuyant sur les données scientifiques et bien chiffrées et bien expérimentées dans les conditions de la RDC, ce qui permettra même pour les agriculteurs d'adopter facilement ces biofertilisants parce qu'ils ont des données sur le rendement, sur ceci, il y a des données sur la production de biogaz. Vraiment, ceci sera disponible d'ici quelques mois. Et ce volet-là de sensibilisation de manière globale, c'est un projet qui est en cours parce que la valorisation des déchets ne concerne pas un seul acteur. Vraiment, c'est un projet multi-acteurs. Et si on s'y engage avec Bilanga Abetu, qui a beaucoup d'acteurs à son sein, je crois qu'on y arrivera. Avec les sites pilotes aussi, ça sera un début de sensibilisation et une stratégie où on va petit à petit, mais sûrement avec des réalités que les gens viennent observer et de bouche à oreille, ça va partir. Et si les autorités aussi publiques s'y impliquent, c'est là où ça va prendre aussi une grande ampleur. Nous aimons y aller doucement. Avec des sites pilotes, c'est des ménages qui seront sensibilisés et l'impact aussi va pouvoir s'élargir. Merci. Ok, merci professeur. Je suis d'accord avec vous. La sensibilisation est un processus. Donc, nous y allons de manière graduelle. Il fallait réussir le webinaire de ce soir. C'était le point de départ. C'est le point de départ. Les 3 sites, comme j'ai dit, sont déjà identifiés. On parle de Ngaliema, Nsele et Maluku. Et dans les échanges avec professeur Bintou tout à l'heure, voilà, nous sommes en train de voir la mise en œuvre d'ici janvier 2026. Donc, pour ce qui est des sites pilotes, pour les membres de Bilanga Abetu qui sont sur ce webinaire, qui sont intéressés justement, qui veulent être intégrés dans ce programme pilote des sites, ils n'ont qu'à nous contacter et nous allons étudier la faisabilité. Et donc, c'est déjà parti, c'est un processus. Et l'année passée, au marché agricole Bilanga Abetu, on a eu des sessions sur ça, des panels, des webinaires. Mais là, ce soir, c'est parti pour de la pratique. Donc, je vais donner la parole à Madame Bertine qui a levé la main. Elle sera suivie de Madame Guylaine. Madame Bertine, vous avez la parole. Madame Bertine, est-ce que vous nous entendez? Vous avez demandé la parole. Si Madame Bertine n'est pas prête, Madame Guylaine, vous pouvez intervenir le temps qu'elle nous revienne. Ah, Bonsoir, ok, allez-y, Madame, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse, le courant électrique vient de partir. Donc, là, maintenant, c'est rétabli. Je commence par féliciter les 2 professeurs, la professeure Bintou et le professeur Bachangwa. Sincèrement, je suis émerveillée parce que
avoir les chiffres comme vous les présentez. Ça me permet de comprendre l'ampleur du problème et de m'engager à valoriser ces déchets-là. Déjà, chez moi, je l'ai fait dans ce sens que j'ai trie les déchets ménagers que je mets dans mon jardin comme compost. Mais c'est que j'ai appris aujourd'hui qu'avec la valorisation des déchets, nous pouvons également faire du business. Je suis vraiment partante à devenir une des sensibilisatrices. Alors, je n'ai pas de questions particulières à vous poser, mais j'aimerais savoir si Bilangaya Betu accepte des nouveaux membres. Et aussi, j'ai une ferme de 6 hectares à Njili Kilambu, ici à Kinshasa. J'aimerais bien être une des fermes preneurs. Voilà Merci, ce que j'avais à dire. merci, Merci madame. beaucoup. Je vous en prie, Madame Bertine, vous êtes la bienvenue au sein de Bilangaya Betu. Ça nous fait toujours énormément plaisir quand les fermiers, les agriculteurs, les agripreneurs se joignent à ce réseau ou nous rejoignent. Donc, je pense après le webinaire, nous allons pouvoir échanger les informations. L'adhésion n'est pas compliquée. Donc, merci de votre contribution et nous vous encourageons c'est une lutte, hein, appelons-la ainsi, c'est une lutte contre l'insalubrité, contre, c'est vrai, ces déchets qui sont des ressources, mais en ce moment qui sont véritablement une menace pour la capitale congolaise et le reste du pays. Alors, Madame Guylaine a demandé la parole. Oui, merci, docteur Madame Serge, pour Guylaine, la parole. Oui, j'espère que vous m'écoutiez. oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, j'ai une préoccupation parce que je suivi l'exposé de professeur Bintou, excusez-moi si le nom n'est pas de professeur Bosco, et à les entendre, ils ont parlé de, si je comprends bien, nous sommes d'abord à un stade de pilote. Alors, je n'entends plus, c'est coupé. Oui, allez-y, Ah madame, oui, nous vous écoutons. oui. Je voudrais juste savoir, parce qu'ils ont parlé de stade pilote et j'aimerais un peu comprendre, parce que tantôt vous parlez des sites pilotes et tantôt vous parlez des fermes pilotes. J'aimerais un peu comprendre, est-ce qu'il y aura aussi des fermes pilotes ici à Kinshasa où on va expérimenter les biodigesteurs? Je voudrais un peu comprendre cela, la fabrication des biogaz. Et s'il y a des fermes pilotes, quels sont les critères retenus pour les fermes pilotes? Parce que moi, je suis dans l'aviculture, je voudrais un peu comprendre comment ça s'est fait. Et une autre préoccupation, c'est par rapport aux biodigesteurs qu'ils sont en train de présenter. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? C'était ça, la préoccupation. Ok. Merci, madame Guylaine, pour les deux questions, hein. Je vais répondre à la première et laisser la deuxième aux deux intervenants. Donc, en effet, il existe des fermes pilotes au sein de Bilangaya Betu. Parce que nous avons apprécié le projet, les travaux de professeur Bintou, qui est membre de Bilangaya Betu. Professeur Bintou, d'abord, a travaillé longuement sur le sujet et il a développé voilà, des expériences pratiques concrètes et on peut visiter sa ferme au sud Kivu. Et donc, c'est comme ça que nous avons voulu dupliquer cette expérience à Kinshasa et nous avons sélectionné quelques fermes de nos membres qui s'y prêtent, dont le contexte s'y prête. Mais les fermes ne sont pas limitées. Je le dis encore. Les fermes ne sont pas limitées. On parle de 3 fermes aujourd'hui. On peut étendre à 5, à 6, à 10 parmi les fermes pilotes. Alors, les critères
critères les plus importants pour nous, l'accessibilité, c'est un critère important. L'accessibilité, d'abord, pourquoi? Parce que on parle de sensibilisation. Donc, on ne peut pas, dans la phase pilote, prendre une ferme qui est à 300 km du centre-ville de Kinshasa, obliger les gens à effectuer tout un voyage pour aller voir. Quand la ferme est accessible sans beaucoup de difficultés, voilà, ça permet euh, à une grande partie de la population d'aller voir, arriver sur place. Vous savez que une des caractéristiques de Bilanga Betu, ce sont les voyages écotouristiques parmi nos activités. Donc, à l'occasion d'un voyage écotouristique, on peut prendre 100 personnes, 120 personnes. On descend facilement dans une ferme pilote, on voit le modèle, voilà, on organise une formation, on dispense une formation, les gens ont vu et puis c'est parti. Et bon, à part ça, on nous parle de la matière organique. La matière organique doit être disponible. Je pense que le professeur Bintou va encore revenir sur les critères. Donc, les fermes que nous avons sélectionnées répondent à ces critères-là, partant des expériences que nous avons vues au Sud Kivu et que nous voulons dupliquer ici. Donc, Madame Guylaine, pas de souci, ce n'est pas fermé, on reste ouvert. Je sais que vous avez un élevage de volailles. Vous avez un élevage de volailles. Je pense que c'est un atout. Et donc, ça, ce sont des choses qu'on va discuter en interne. Nous restons ouverts. Professeur Bintou, professeur Bachangwa, et voilà. Je voulais apporter quelque chose par rapport à ce que Serge vient de dire et une réponse que la professeure Bintou viendra compléter. Par rapport au kit, ils seront disponibles en fonction de la demande. Je veux aussi insister que ici, on n'est pas dans un projet financé par la Banque mondiale ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une dynamique d'autodéveloppement. C'est-à-dire que c'est en investissant nous-mêmes que nous parviendrons à changer la RDC. Donc, la professeure Bintou, ce n'est pas elle qui fabrique les biodigesteurs, tout ça. Ça doit être acheté. C'est des matériels qui ont déjà été testés et certifiés. Donc, là, on va se mettre assis pour voir s'il y a des commandes qui peuvent être effectuées, que ça soit des commandes bien précises, ce qui permettra de chiffrer ce qu'il faut pour disponibiliser les biodigesteurs. Je veux mettre aussi l'accent sur le biofertilisant. Nous avons la plupart de nos fermiers, ils ont leur ferme, mais ils ne connaissent même pas la nature des sols dans leur ferme. Je crois que le Bilanga Abeto a un partenariat avec l'INIKIN et peut-être aussi l'INRA. Il est important, c'est un conseil que je donne, que vous puissiez faire analyser vos sols pour savoir qu'est-ce qui manque dans le sol et comment le biofertilisant, quel type de biofertilisant peut être adapté à votre sol pour améliorer votre productivité. J'insiste aussi là-dessus que le biofertilisant que vous avez vu dans l'emballage, c'est tout un travail qui est derrière ça. Ça ne va pas être distribué gratuitement. On va discuter le prix par rapport à ces fermes pilotes qui vont nous permettre de chiffrer vraiment le prix exact pour la commercialisation au niveau de Kinshasa. Pourquoi pas, dans un moyen terme, avoir une unité de production ici à Kinshasa en partenariat avec Bilanga Betu où les fermiers pourront se ravitailler facilement. Donc, on est vraiment dans une dynamique de construire les choses ensemble avec nos moyens
et pas vraiment rester assis en attendant l'aide extérieure. L'aide ne nous aidera jamais à nous développer, mais ce sont nos efforts, nos investissements qui vont nous aider à changer ce pays et à développer ce pays. Merci. Oui, oui, oui. Peut-être je vais ajouter juste une toute petite chose. Je ne vais pas revenir sur ce que le prof Bosco a dit. Quand il a dit que c'est de l'autofinancement, donc je tiens à le confirmer en fait. Et il a dit que nous n'avons pas de financement de la Banque mondiale. Et moi, je vais ajouter que même si on l'aurait, tout d'abord, on ne le prendrait pas pour distribuer les kits. On ne distribuera jamais les kits gratuitement parce que nous avons de l'expérience avec le matériel distribué. Nous avons assisté à des projets, par exemple, de distribution des moustiquaires, par exemple, dans le cas de lutte contre la malaria. Quand on distribue quelque chose gratuitement, normalement, cette chose n'est pas efficace. Nous avons vu des gens mettre de côté tout simplement ces moustiquaires. Nous avons vu des gens utiliser ces moustiquaires comme ils ne devraient pas être utilisés. Et c'est comme si saboter l'entreprise, celui qui fabrique ces moustiquaires, ne pas, bien qu'il a de l'argent peut-être immédiatement, mais pas durable. Mais si chaque ferme pourrait se procurer, acheter son propre kit, il va bien prendre soin de ses kits et il va voir l'efficacité de transformer ses propres déchets. Mais si on le lui donne gratuitement, il ne pourra même pas entretenir ces produits parce qu'il a acquis ça gratuitement. En fait, c'est ça la logique, c'est ça la philosophie dans laquelle nous travaillons. Merci beaucoup. Professeur Bintou, je pense que les membres de Bilangabet en ont l'expérience. Et Oui, donc, oui. dans Bilangabet, nous ne sommes pas partisans de la gratuité. La plupart de nos fermiers se prennent en charge. Quand vous allez descendre sur terrain, quand vous allez visiter les fermes, c'est impressionnant de voir ce que les gens font avec les moyens de bord, avec leurs propres ressources. Donc, nous sommes totalement inscrits dans cette logique-là. S'il fallait attendre de la manne de quelque part, Bilanga Betu n'aurait pas existé et Bilanga Betu n'en serait pas ici aujourd'hui. Donc, nous sommes Merci. totalement dans cette philosophie d'autodéveloppement, de développement communautaire, l'intelligence collective dont parle le professeur Bosco. Donc, cette intelligence nous a permis de pouvoir avancer en dépit de tout ce que vous connaissez comme contraintes, comme difficultés. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc, nous encourageons. Revenons à la question des analyses de sol. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de laboratoires. Il n'y a pas beaucoup de labos à Kinshasa. Il n'y a pas non plus beaucoup de concurrence. Les analyses de sol et d'eau coûtent encore cher. Mais Dieu merci, le partenariat officiel avec l'Université de Kinshasa nous a allégé la tâche. Nous le reconnaissons et voilà, nous en sommes reconnaissants donc nous encourageons les fermiers à pouvoir nous regrouper. C'est-à-dire, quand nous nous regroupons, nous faisons analyser, nous sommes nombreux, nous faisons analyser 30, 50, des échantillons de 30, de 50 fermes. Ça va être très abordable pour nous tous. Donc, c'est le nombre qui joue, c'est le nombre qui compte. J'ai vu que l'ingénieur Prince Bobo avait demandé la parole. Ingénieur Prince Bobo, est-ce que vous renoncez à prendre la parole Non, j'ai une question pour Madame Nabintou. Ok, s'il vous plaît, allez-y. Oui, étant de Bukavu, j'aimerais demander à Madame Nabintou où se trouve leur site pilote. Et puis, juste à titre d'information, ma ferme de Kavumu, la microferme pédagogique agroécole, dispose aussi d'un biodigesteur à dôme, mais qui utilise la bouse des vaches et la fiente des poules pour produire du biogaz. Merci. Oui,
je peux répondre directement à M. Serge. Oui, Oui, s'il vous plaît, professeur. Oui, oui, la ferme pilote se trouve à l'université évangélique en Afrique. Je l'ai signalé dans ma présentation. Donc, vous pouvez passer par là et vous allez visiter vous-même et vous enquérir de la situation. Et moi, je pourrais aussi peut-être organiser la visite dans votre forme parce que j'ai cité beaucoup de problèmes avec le type de biodigesteur que vous utilisez. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on pourra quand même continuer les discussions en aparté. Merci. merci beaucoup. Ok, Monsieur Jean Balibois demande la parole. Monsieur Balibois, vous avez la parole. Ah, je ne sais pas si Monsieur Balibois nous entend ou s'il a levé la main par erreur. Mais voilà, nous tendons vers la fin de notre webinaire qui a été Je très pense que c'est le intéressant. micro qui était fermé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, ok. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'avais mon micro fermé, là, je l'ai ouvert. C'était ça la difficulté. Ma question, c'est de savoir, parce que j'ai entendu au début, là, on parlait de comment valoriser les déchets. Il y a une condition. D'abord, il faut que les déchets soient séparés, les plastiques là-bas, les biodégradables ici, et ça permet de les valoriser. Maintenant, à Kinshasa ou partout au Congo, parce que moi déjà je suis à Lubumbashi, mais partout au Congo, c'est pareil. Nous avons des millions de tonnes de déchets qui sont mélangés. Il y a du tout là-bas. Mais est-ce que c'est encore valorisable? Comment faire pour valoriser ces déchets-là qui sont mélangés depuis longtemps? Alors, je pense que il faut commencer par là, par ces millions de tonnes que nous avons ici. Mais comment faire pour valoriser ces déchets-là? Merci, c'était ça ma question. Je peux répondre. Je crois qu'on ne doit pas commencer à penser comment valoriser ces millions de tonnes qui sont tellement mélangées, qui demandent des coûts exorbitants qui dépassent nos moyens. Je pense que nous, on ne doit pas commencer d'en haut, mais il faut commencer d'en bas. Parce que pour réduire les dépotoirs, il faut sensibiliser. Il faut montrer que le plastique que tu veux jeter là-bas, ça a une valeur monétaire. Le biodégradable, les déchets de lenga-lenga, des bananes plantées de ceci, ça a une valeur monétaire. Donc, c'est-à-dire, si on y va en amont de la base, on transforme notre réflexion, c'est ça qui va entraîner la réduction des dépotoirs de déchets, même si ça va prendre longtemps. Je crois que les grands dépotoirs qui existent actuellement n'est pas de notre ressort. Ça devient une problématique de l'État congolais, un problème qu'on peut poser à l'État congolais et montrer comment ils peuvent le faire, parce que c'est des sommes exorbitantes que moi et toi, on ne peut pas trouver. Mais nous, on doit travailler au niveau d'abord des ménages, dans l'éducation à l'environnement, l'éducation à la sensibilisation, et comment créer toutes ces petites structures dans la fabrication des emballages, comme la maman qui nous a parlé du Canada, qu'il existe Poubelle. des poubelles intelligentes pour séparer des choses. C'est pourquoi je vous ai dit que ce projet-là, c'est multi-acteurs, ce n'est pas fermé.
C'est-à-dire, on reste ouvert à divers acteurs qui peuvent amener des solutions pour les mettre ensemble. Quand vous regardez que là où nous nous présentons des résultats, nous agissons vers la fin, en fait. C'est dans la transformation et la valorisation, mais tout en étant dans la transformation et la valorisation, nous avons besoin de la matière première. C'est pourquoi qu'avec Bilanga Yabetu et Ingénieurs sans frontières, on est en train d'étudier comment sensibiliser, comment éduquer, comment mettre en place des formateurs en leur donnant des outils de base, mais tout en sachant que l'autorité aussi publique, il doit y avoir aussi un certain accompagnement politique, même si ça doit être au niveau de la base. C'est ça qui va nous aider vraiment à pouvoir valoriser les déchets et réduire de manière drastique les dépôts qui doivent s'accumuler, quoi. Ok, merci. Ok, voilà donc encore une fois, merci à tous les participants. Merci, cher professeur Bintou, cher professeur Bassangwa. Je vois que on nous demande, s'il est possible d'accéder à vos présentations, hein. Donc, les participants demandent vos présentations. Nous avons essayé d'enregistrer la session avec quelques interruptions voilà, mais je pense on aura enregistré l'essentiel. Donc, je ne sais pas s'il y a, on est à 6 minutes de la fin. Est-ce qu'il y a une contribution, pas forcément une question, une contribution, un partage d'expérience nous allons clôturer. Bon, professeur, les deux départements, est-ce qu'on peut avoir vos conclusions? Donc, si vous avez à conclure en 1 minute et 10, voilà, quelles sont vos conclusions? Allô? 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 Oui. Je ne sais pas qui demande la parole. Oui, oui, papa Serge, c'est le papa Georges. Ah, papa Georges. Papa Georges, bonsoir. Allez-y, papa. Oui, je voudrais d'abord dire, vraiment, il a présenté nos félicitations à nos deux orateurs. Féliciter une fois de plus notre association Bilanga Betu pour ces initiatives. Et par rapport à la question, comme vous venez de le dire, sur les analyses des sols, il y a l'université USAV de Kimwenza qui passe même la publicité, qui a un nouveau laboratoire et pour l'analyse des sols à un coût très faible, donc par échantillon. Donc, c'est pour informer aussi les membres de l'équipe parce que c'est un élément important pour l'utilisation des biofertilisants, comme ça a été dit par les professeurs. Et surtout, nous vous féliciter vraiment nos orateurs et maintenant on doit passer à la pratique pour que dans nos différentes entités, fermes, nous puissions arriver à pratiquer ou à utiliser ces technologies. Merci beaucoup, papa. Oui, bon, papa Georges, je rappelle que votre site est parmi les 3 qui ont été retenus, les sites pilotes. Et donc, ça sera un grand plaisir de voir avec ce que vous faites déjà dans la permaculture, l'agriculture biologique. Et donc, ça sera très enrichissant d'ajouter cette composante biogaz. Et merci pour l'information. Nous sommes en bon terme avec l'Université Loyola du Congo. Je pense que c'est ISAV qui est devenu Université Loyola du Congo. Exactement. Et donc, en ce moment, Bilanga Betu est en train d'encadrer 2 stagiaires académiques de l'Université Loyola du Congo. D'ailleurs, ils sont dans le cadre de leur stage académique, ils participent à ce webinaire. Donc, nous avons de bons rapports avec eux. Nous allons les approcher pour cette question, cet aspect des analyses de sol. Merci beaucoup pour cette information.
Alors, nos orateurs, nos animateurs, vous avez 1 minute pour conclure. Professeur Bintou, commençons par vous. Oui, je vais conclure tout d'abord en remerciant les participants. Nous vous avons vu très attentifs et puis euh, très intervenants et ça, cela nous a beaucoup encouragés. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est que le début, hein, le début du commencement, comme on le dit. Et peut-être en concluant, je vais dire, j'ai déjà dit cette phrase, notre vision, notre rêve, c'est une famille, un kit de production de biogaz. C'est ce que nous poursuivons et j'espère qu'avec Bilanga Yabetu, nous allons travailler pour ça et nous allons voir des changements en termes de protection de l'environnement, en termes de contribution à la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Professeur Bachangwa. Oui, je tiens d'abord à remercier Bilanga Yabetu d'avoir accepté d'organiser ce webinaire et les participants d'avoir consacré 2 heures de leur vie pour venir nous écouter. En conclusion, comme Papa Georges vient de le dire, c'est d'aller dans le concret. En plus de ces 3 sites qui ont été sélectionnés par Bilanga Yabetu, on a vu qu'il y a 2 mamans qui se sont aussi manifestées. Je crois qu'il reste, je peux recommander qu'il y ait une réunion avec les membres des sites et Bilanga Yabetu et nous les intervenants pour voir les modalités et pour que janvier 2006, on soit dans le concret tout en espérant et tout en priant pour que la sécurité le permette dans notre pays. Merci à tous. Ok, donc merci infiniment à tout le monde et je retiens, je retiens l'approche d'intelligence situationnelle et intelligence collective. Notre conscience et intelligence collective doivent pouvoir fonctionner. Nous sommes dans un contexte où nous ne devons pas attendre tout de l'État. Vous le faites déjà, vous vous prenez déjà en charge et donc nous vous encourageons et nous avons besoin de cette disponibilité-là, ce dynamisme-là pour la matérialisation, la mise en œuvre de ce projet de biogaz. Donc portez-vous bien chez vous. Bonne soirée et ça sera un grand plaisir de vous retrouver très bientôt avec un nouveau webinaire, un nouveau sujet. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne soirée. À la Merci. prochaine. Merci, bonne Bye. soirée. Que Dieu vous Merci, bénisse. merci. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.